Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des agents de l'ordre continuent de créer le désordre à Port-au-Prince. Pour la deuxième journée consécutive, des policiers se réclamant du syndicat non autorisé de la PNH ont attaqué à coups de gaz lacrymogène plusieurs ministères et certains bureaux de l'État. Ils ont forcé les fonctionnaires à quitter leur poste. Le gouvernement, les associations de magistrats, les membres de la société civile ont tous condamné les attaques perpétrées lundi contre le juge Durin-Duret Junior. Plusieurs balles avaient été tirées sur le véhicule du magistrat auprès de la cour d'appel de Port-au-Prince lors du mouvement des policiers. Plus de 400 personnes ont été tuées, dont la majorité par balle, au cours de l'année 2019, selon l'Action internationale pour les droits humains dans son rapport rendu public ce mardi. Des policiers fauteurs de troubles ont une nouvelle fois imposé leur loi dans les rues de Delmas et Port-au-Prince. Ils ont forcé des fonctionnaires à quitter leur poste. Ces agents de l'ordre continuent de créer le désordre. Dans plusieurs ministères, dont ceux de la justice, des affaires sociales, des finances, ainsi qu'au service d'immigration et à la DGI, ces policiers qui se réclament du syndicat non autorisé de la PNH, ont détruit les pare-brises de plusieurs véhicules et fait usage de gaz lacrymogène. La circulation automobile a été perturbée en raison des barricades de pneus enflammés et des véhicules positionnés sur la voie publique. Les policiers, qui étaient plusieurs dizaines, dont certains encagoulés, s'attaquent principalement aux véhicules ayant des plaques officielles et services de l'État. Ils exigent la réintégration des policiers révoqués et l'autorisation de fonctionnement pour leur syndicat. De nombreux coups de feu ont été tirés par ces policiers durant la manifestation. Soulignons que plusieurs unités spécialisées de la PNH étaient déployées au carrefour de l'aéroport, ce qui n'a pas empêché ces individus encagoulés de faire usage de leurs armes à feu en pleine rue. Notons que la coordinatrice autoproclamée du SPNH, Yannick Joseph, n'a pas participé à ces dernières manifestations et qu'elle se dédouane de toute responsabilité dans les actes de violence commis par ces hommes. Elle a fait remarquer qu'elle n'a plus le contrôle de ce qui se passe actuellement dans les rues. Les policiers ne doivent pas violer les droits du reste des citoyens en tentant de faire respecter les leurs, affirme le juge Martel Jean-Claude. Il a appelé les autorités de poursuite à ouvrir une enquête sur l'attaque du véhicule de maître Durin-Duret Junior lundi sur Delmas par des manifestants se présentant comme des policiers mécontents afin que ces derniers soient sanctionnés. Je le pense, puisque nous sommes dans une situation où la sécurité laisse à désirer. Et malheureusement, ces personnes, je ne sais pas s'ils sont évidemment des vrais policiers, se réclamant de la police. Et pour faire passer leurs revendications, ils utilisent des méthodes pas commodes. Dans une démocratie, on peut toujours avoir des revendications, on peut toujours manifester, mais je crois que dans un État républicain, il y a des limites à ne pas franchir, notamment en manifestant, en réclamant ses droits. On ne peut pas aussi porter atteinte à la vie, à l'intégrité physique et au bien d'autrui. Je crois que nous sommes dans une situation d'insécurité totale et je doute que ces attaques visaient sa personne. Je crois que toute personne qui se trouvait à l'instant même dans un véhicule de plaque service de l'État ou officiel et même aussi de véhicules privés, puisque j'étais sur la radio Télémétropole hier et on a rapporté qu'il y a aussi des personnes circulant à bord de véhicules privés aussi qui évidemment a été l'objet d'attaques de la part de ces messieurs qui se réclamaient de la police nationale. C'est une situation d'impunité. Je suis sûr que si la justice
était efficace. Si la justice pouvait réagir à temps, eh bien, ces personnes-là se questionnaient beaucoup avant évidemment de passer à l'acte. Nous sommes dans une situation où évidemment la réponse judiciaire n'est pas évidemment donnée à temps. Maintenant, certains peuvent penser qu'elles ne seront pas poursuivies parce que la justice, malheureusement, souffre de dysfonctionnement. Et je crois évidemment il y a beaucoup d'efforts à faire pour assurer une société où tout le monde se sent en sécurité, où évidemment toutes les personnes doivent répondre évidemment de leurs actes. Et aussi nous profitons aussi de cette occasion pour demander aux autorités de poursuite d'engager une enquête assez rapide pour évidemment déterminer les circonstances dans lesquelles M. Duret, qui est notre collègue, a été l'objet d'attaques et aussi de les poursuivre en vue de répondre de leurs actes devant les autorités. Puisque je crois qu'il ne faut pas laisser cette situation comme étant un cas de plus. Je crois que c'est le moment pour que les autorités puissent agir en vue évidemment de sanctionner ces personnes qui sèment le trouble sous prétexte qu'ils exercent, qu'ils revendiquent évidemment leur droit à se syndiquer. Le président de l'Association nationale des greffiers, Ikenson Edumé, appelle les autorités à prendre des mesures pour en finir avec la vague d'insécurité qui bouleverse le pays au lendemain de l'agression du juge Durin-Duret Junior. Il a déploré les nombreuses attaques commises contre des magistrats à travers le pays ces derniers temps, tout en réclamant que leur sécurité soit réellement garantie. Je pense que le temps est à la vigilance. Donc il faut être très prudent puisque nous vivons une situation très difficile en l'état actuel des choses. Voilà pourquoi je pense qu'il faut faire un appel à la vigilance et à l'endroit de tout un chacun. Donc je suis capable de dire en gros à toute population haïtienne puisque je dis ce n'est pas seulement magistrat, ce n'est pas seulement policiers, ce n'est pas seulement politiciens qui a vivre situation que le pays a vivre là, c'est toute population haïtienne qui a vivre. Voilà pourquoi nous avons besoin de chita attendre pour nous capables de voir comment nous capables de sortir dans cette situation ça. Depuis hier, dans une note que nous avons sorti, nous demandons aux autorités politiques, autorités policières, pour diligenter une enquête en toute urgence, pour faire lumière sur ce qui passe. Nous demandons pour les leaders qui sont en tête et syndicats SPNH pour revoir copie, pour faire bagala autrement. Parce que le mouvement a commencé, prend un chemin, et si il n'a pas redressé, eh bien, le mouvement va aller quitter. Et le mouvement allait quitter, la société n'est pas capable de rester solidaire avant, la société a obligé de demander pour nous stopper. Moi, je ne peux pas comprendre tout. Comment pour un manifestant, s'il a réellement son policier, eh bien, pour le croiser machine, on juge, dès que le juge l'a identifié comme magistrat, pour lui-même, il ne pas sécuriser la machine et puis il fait juge là aller. Je ne juste pas comprendre ça. Et c'est ça mon interrogation, je ne juste pas comprendre. Et c'est ça qui fait me poser question sur la vraie qualité de monde qui était habillé en uniforme. Le bureau du secrétaire d'État à la communication condamne avec la dernière rigueur l'attaque perpétrée le lundi 9 mars contre le juge Durin-Duret Junior, magistrat auprès de la Cour d'appel de Port-au-Prince et membre du CSPJ. Le bureau du secrétaire d'État à la communication exprime ses plus profondes sympathies et la solidarité de toute l'équipe gouvernementale au juge Durin-Duret Junior, aux membres de l'ANAMA et à tous les magistrats du pays. Cette tentative d'assassinat porte atteinte à l'institution policière dont la devise est pourtant de protéger et servir. Le bureau du secrétaire d'État dénonce le fait par certains acteurs de choisir la voie de la
violence, notamment des manifestations armées, pour faire passer leurs revendications, une pratique contraire aux principes démocratiques. Le gouvernement renouvelle sa détermination à continuer à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la protection des vies et des biens sur tout le territoire national. Il entend également continuer à travailler à la satisfaction des revendications des agents de la police nationale. Enfin, le gouvernement invite les membres de la PNH à privilégier la voie du dialogue pour la résolution pacifique de la crise. Le président de la République, Jovenel Moïse, a surpris et étonné tout le monde avec une proposition. Dans le souci d'augmenter le quota de femmes à l'Assemblée nationale, il a en effet suggéré d'interdire toute candidature masculine dans une trentaine de communes. Pour parler de cette petite bombe, nous avons avec nous ce soir le conseiller juridique de Radio-Télé Métropole, Maître Patrick Laurent. Bonsoir, Maître Laurent. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs et téléspectatrices de Télé Métropole, spécialement les fans de Métro News. Voilà, c'est exactement ça. Bon, Maître Laurent, et qu'est-ce que vous pensez d'un point de vue légal? Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition du président de la République d'interdire toute candidature masculine dans un certain nombre de communes? D'abord, il y a la Constitution à l'article 17.1 qui se lit comme suit. Le principe du quota d'au moins 30% des femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics. Mais bien avant, il y a l'article 17 qui dit « Les Haïtiens sans distinction de sexe et d'état civil âgés de 18 ans accomplis peuvent exercer leurs droits civils et politiques. » Alors, à ce moment-là, pour faire la pleine mise en application de l'article 17.1 de la Constitution qui parle de quota d'au moins 30% des femmes est reconnu, mais notamment dans les services publics, il faudrait qu'il y ait, à mon avis, ce qu'on appelle une loi d'application. Ce n'est pas au niveau d'un décret électoral ou d'une loi électorale pour introduire un article disant dans 30 communes ou bien dans 9 départements, c'est les femmes seulement qui doivent se porter candidat sans heurter, sans violer le droit politique des hommes en général. À ce niveau-là, je pense que la mise en application de l'article 17.1 doit faire l'objet d'une loi d'application. Parce qu'il faudrait commencer par, notamment dans les services publics, la Constitution a précisé que ce quota de 30% au moins doit être reflété en particulier dans les services publics et ce n'est pas au niveau des circonscriptions électorales ou bien des départements électoraux sans violer véritablement le droit des autres. Puis, la deuxième chose aussi, de quels critères qu'on va déterminer telle circonscription serait une circonscription féminine. Donc cette question et cette façon de faire va causer plus de mal que de bien à mon humble avis. Oui, non, c'est évident. Comme vous le dites, sur quels critères va-t-on choisir les 30 communes en question et les hommes qui seront interdits de candidature, quels moyens auront-ils de protester, de manifester? Mais d'ailleurs, en passant, Maître Laurent, vous aurez remarqué que le président a omis de balayer devant sa propre porte. Car quand on regarde le cabinet de M. Joseph Joute, les femmes ne brillent pas par leur nombre. Il n'y en a que 3. Alors, sur 18. La vérité, si on voudrait véritablement commencer au niveau de la politique, au plus haut niveau de l'État, par exemple, au niveau du gouvernement, il faudrait qu'il y ait 30% de femmes. Au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des députés, si on voudrait commencer, on devrait commencer déjà au niveau du gouvernement. Mais il faut dire que la Constitution parle du principe
de quota qui est reconnu, mais c'est notamment dans le service public. S'il faudrait implémenter cette question, il faudrait commencer par l'implémenter au niveau de l'administration publique, au niveau des fonctionnaires, des travailleurs de l'État, pour s'assurer qu'au moins on commence à avoir 30% de femmes, un quota de 30% de femmes. Mais arriver au niveau électoral, au niveau départemental pour les sénateurs, au niveau de circonscription pour les députés et même pour les ASEC et CASEC, et déterminer des sections communales féminines ou déterminer des circonscriptions féminines serait pas bien indiqué à mon sens. Mais cette question de quota doit faire l'objet d'une loi spéciale si on veut, à mon sens, mettre en application l'article 17.1 de la Constitution qui parle du principe de quota d'au moins 30% des femmes qui est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale. C'est beaucoup plus large que cela. Si à tous les niveaux de la vie nationale, je dirais même à notre niveau, au niveau de métropole, il faudrait s'assurer qu'il y ait dans le personnel, dans le secteur privé, il y a au moins 30% de femmes. Ça demande pas une déclaration, mais une loi d'application bien réfléchie pour ne pas violer d'autres droits. D'autant plus, Maître Laurent, que s'il y a une proposition claire, même si elle est surprenante, qui a été faite concernant les députés, on ne sait encore rien de comment ça va se passer du côté des mairies ou même du côté du Sénat. Bon, alors, ce qui pose problème à ce niveau-là maintenant, dans l'état actuel du pays, au niveau constitutionnel, nous sommes en présence, ce qu'on pourrait dire que la Constitution, il y a certains articles de la Constitution qui sont enveilleuses à mon humble avis. D'abord, il n'y a pas de Parlement, et à ce moment-là, l'exécutif, nous sommes dans une situation exceptionnelle, l'exécutif a le plein pouvoir pour légiférer, entre guillemets, et la loi électorale dont on parle serait adoptée par décret, et à ce moment-là, on risquerait d'avoir un article de ce genre et pour lequel on n'aura aucune voie de recours, puisqu'il n'y a pas de Parlement, nous parlons pas du Conseil constitutionnel. Ni Parlement, ni Conseil constitutionnel. Bon, écoutez, on va voir comment ce dossier va évoluer. À mon avis, on vient de commencer à en entendre parler parce que ça va faire des vagues. Il y a des gens qui vont protester, qui vont arriver avec des arguments juridiques comme vous venez de le faire. Et il faudra bien voir ce qui est prévu pour les mairies et le Sénat. Par contre, Maître Laurent, je profite de votre présence pour aborder également avec vous le dossier le plus chaud du moment, qui est celui de ce profond malaise qui existe au sein de la police et surtout depuis 2 jours des manifestations intempestives et violentes qui sont perpétrées par des gens qui se réclament de la police, mais on n'en est pas sûr. Avant que vous ne me donniez votre opinion sur la question, je voudrais quand même relativiser les choses. Il est peut-être temps de le faire. Toutes les estimations que nous avons pu faire et que nous avons entendues parlent d'une centaine d'individus qui sont responsables de cette violence, alors que la police compte environ 15 000 personnes. Donc 100 d'un côté, 100 fauteurs de troubles, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, face à 15 000 policiers. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on a le droit de dire la police fait des dégâts, la police fait des violences, etc., etc. Mais la question, c'est, au prime abord, c'est que, au fait, même si les revendications seraient justes, les manifestations sur la voie publique, suivant la loi, les manifestations doivent être pacifiques. Or, au regard de la loi qui régit même les manifestations sur la voie publique, s'il y a des actes de vandalisme, les initiateurs sont responsables de cela.
Qu'il s'agisse des policiers ou qu'il s'agisse d'un groupe de la société civile, qu'il s'agisse d'un parti politique, dès qu'on veut fouler le macadam, c'est de façon pacifique. Ça, c'est la question. Avant même de voir est-ce que leur revendication est juste, est-ce que vouloir avoir un syndicat au sein de la police ça c'est un autre problème. Mais dès qu'on foule le macadam, dès qu'on veut utiliser votre droit à la manifestation, cela doit être pacifique, d'autant plus pour les policiers, parce que eux-mêmes, leur essence, la police est là pour garantir les biens et les vies. Voilà. Et oui, comme disent l'autre, ce sont des forces de l'ordre qui deviennent des forces du désordre. Enfin, encore une fois, relativisons. Il y a une centaine de gens qui se disent policiers et qui font du désordre et des violences. De toute façon, en tout cas, on souhaiterait voir, si manifestation devait y avoir par la police, mais des manifestations pacifiques. Parce que, comme force de l'ordre, la police doit donner le ton, doit donner l'exemple. On a des revendications à faire passer. On veut utiliser l'outil qui est la manifestation, et bien à ce moment-là, il faudrait que ce soit fait. Tout doit se faire dans l'ordre et dans la discipline et de façon pacifique. Moi, je considère la police, comme dans la parole de Christ, comme étant le sel de la terre. Donc, c'est-à-dire, vous êtes là pour donner la sécurité, vous êtes là pour protéger. Et qu'arrive-t-il si celui qui devrait protéger et servir se livre dans des actes de vandalisme et dans des actes, je dirais, arbitraires qui n'est pas digne, ce sont des actes indignes des policiers de la police nationale d'Haïti. Surtout quand les manifestants, ce petit groupe de manifestants, encore une fois, ils sont une centaine, parce que prend les rues et qu'ils sont armés. D'autres gens peuvent s'infiltrer au niveau de la manifestation évidemment, et cause des dégâts au nom de ces policiers. Donc c'est pourquoi eux-mêmes prennent la rue, à mon sens, pour revendiquer à tort ou à raison, on va voir, mais maintenant c'est de façon pacifique. Ils doivent donner l'exemple et le bon exemple. Voilà, absolument. Et la première chose à faire, ce serait peut-être de se rendre à ces manifestations en laissant les armes au vestiaire et à ne pas y aller en les utilisant à tirer à gauche et à droite et à effrayer les gens. Bon, écoutez, Maître Laurent, on ne va pas aborder la question de la légitimité ou non du syndicat. Ça fait des semaines que tout le monde en parle. Et le règlement intérieur de la police est en contradiction avec la Constitution. Ça, tout le monde le sait. Ça va probablement être la première question qui devra être résolue si on veut amener une certaine paix dans ce domaine. Bon, absolument, parce qu'au fait, il y a un problème. Il faut qu'il y ait, à mon sens, un couloir de communication entre les policiers et le haut état-major. Parce qu'en fait, s'il y a des problèmes, s'il y a des revendications à faire passer, il faut qu'on trouve un moyen pour dialoguer au niveau des regardés pour faire passer leurs revendications. À ce moment-là, l'opinion fait débat au niveau de la société. Il y a des gens qui pensent qu'il faudrait qu'il y ait un syndicat et d'autres pensent, donc il est encore tôt. Et à ce moment-là, les gens qui pensent qu'il est trop tôt pour avoir le syndicat pensent déjà à un outil qu'on appelle la grève. Or, mais il faudrait dire, par exemple, au niveau de la justice, par exemple, au niveau de la magistrature, il y a au moins 3 associations de magistrats. Même si on ne dit pas que ce sont des syndicats, mais ce sont des syndicats. Mais si on veut faire aussi pareil au niveau de la police, il faut trouver un aménagement pour le faire, un cadre légal, très certainement, pour le faire, même si la Constitution prévoit le droit d'association, le droit de syndicat à tous les fonctionnaires publics ou privés, mais dans une force armée, et la seule force pour le moment, même si nous avons et l'armée en embryon pour le moment, mais la seule force constituée véritablement de fait en Haïti, c'est la police. Il faudrait trouver la meilleure formule pour permettre à nos vaillants policiers et policières une façon de s'associer pour faire passer leurs revendications. Absolument.
Mais enfin, n'empêche que les jours se suivent et se ressemblent. Hier, c'était Delma. Aujourd'hui, ça a surtout été Bourdon, les pneus crevés, des gaz lacrymogènes à bâbord et à tribord. Je ne sais pas si ça va continuer demain, mais bon. La question serait les plus hautes autorités de l'État prennent la question en main, s'asseoir avec les syndicalistes, les policiers qui réclament le droit d'avoir un syndicat pour trouver une solution au plus vite. Et j'ai salué l'effort de l'OPC et à ce moment-là, je pense que les acteurs doivent saisir l'occasion offerte par l'OPC pour trouver une solution pour le bonheur de tous les policiers et pour le bonheur de la population, parce que nous autres, on en a marre avec des manifestations, déjà des manifestations politiques, et maintenant avec des manifestations de la police, alors que la police devait être là pour nous donner de sécurité, nous permettre de vaquer à nos activités. Vous avez utilisé l'expression que j'avais envie d'utiliser, il y en a marre. Merci, Maître Laurent, d'avoir prononcé cette parole. Voilà, eh bien écoutez, merci beaucoup, Maître Laurent, de nous avoir accordé cet entretien. À la prochaine, merci beaucoup. Voilà, c'était Maître Patrick Laurent, conseiller juridique de Radio-Télé Métropole, qui donnait un éclairage légal à la proposition du président de la République concernant les prochaines élections législatives et également son point de vue sur ce profond malaise qui prend des tournures violentes au sein de la police. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre Josué Agénor-Cadet, a installé ce mardi Maggie Durcé comme nouveau secrétaire d'État à la formation professionnelle. Dans son discours d'investiture, la nouvelle secrétaire d'État a remercié le chef de l'État et le Premier ministre d'avoir placé leur confiance en elle pour lui confier cette nouvelle tâche. Madame Durcé se dit convaincue que ces 3 années d'expérience comme directrice générale de l'Institut national de la formation professionnelle lui ont valu cette promotion. Elle promet de continuer à œuvrer en ce sens en vue de renforcer et d'améliorer la qualité de la formation professionnelle dans le pays. Maggie Durcé a par ailleurs promis de travailler en vue de l'élaboration de la loi portant réorganisation de la formation professionnelle en Haïti. En termes de gouvernance, nous avons permis la promulgation de la loi portant réorganisation et modernisation de la FTP. On a regroupé les commissions du passation de marché de l'INFP. On a regroupé à l'INFP, l'UCP, dans un seul et même local où nous sommes aujourd'hui, offrant une plus grande facilité de communication entre eux et plus d'efforts au travail. Nous sommes en train de mettre en œuvre la loi portant organisation, réorganisation et de la formation professionnelle, et c'est ce qui me vaut d'être ici aujourd'hui comme secrétaire d'État, puisque la loi l'avait déjà planifié. Nous avons finalisé les prototypes de design des centres publics de formation professionnelle et créé un groupe sectoriel de la formation professionnelle réunissant le secteur privé et les partenaires techniques. Et en termes de pertinence, le projet SWAT, système de qualification et d'accès au travail, avec l'ambassade de Suisse, va former, on est en train de former 8000 jeunes dans le domaine de la construction, et ces 8000 jeunes seront tous insérés d'ici 4 ans. Et pour le projet PAFMIR, de concert avec l'Union européenne et l'AFD, nous aurons formé 1800 jeunes, et ces 1800 jeunes obtiendront environ 1 million de gouttes pour pouvoir être insérés dans la formation professionnelle en devenant ou bien employeurs ou bien en devenant entrepreneurs. Nous avons l'ambition de faire beaucoup plus, en commençant par l'application de la loi portant réorganisation et modernisation de la formation professionnelle. La mise à jour
et la mise à disposition des fonds nécessaires à la modernisation du sous-secteur de la formation professionnelle à partir des ressources et des dotations budgétaires prévues dans cette loi. Et c'est une étape fondamentale, Monsieur le ministre, dans le cheminement de cette modernisation. La situation des droits humains a été catastrophique au cours de l'année 2019. C'est le constat de l'Action internationale pour les droits humains, AIDH. Dans son rapport annuel rendu public ce mardi, l'AIDH a fait état de 467 morts, dont 370 par balle, 11 cas de violence sur des femmes et 16 cas de viol. Préoccupée au plus haut point, cette organisation qui milite pour les droits humains en a profité pour formuler quelques recommandations aux autorités concernées. Pour l'année 2019, là, c'était catastrophique. Nous sommes vraiment préoccupés. C'est une raison qui fait nous faire recommandations que nous pensons qui est capable de consolider l'état des droits. Premièrement, garantir la sécurité de la population et nettoyer la police nationale là, pendant à révoquer tout policier qui est impliqué dans des actes malhonnêtes. Une façon pour la population qui reprend confiance dans le PNH là. Deuxièmement, mettez à disposition la justice moyens nécessaires pour juger tout criminel qui est impliqué dans des actes assassinat, incendie, kidnapping, vol et viol sur tout territoire. Troisièmement, prendre en condition situation moun qui demande travail pour éviter aggravation situation socio-économique là. Quatrièmement, lancer un programme urgence économique et social pour revitaliser entreprises qui étaient victimes dans événement pays local là. Une façon pour capable soulager la population. Cinquièmement, présenter une nouvelle loi pour protéger les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes. Jean que nous toujours dit, la démocratie ce n'est pas un produit à bon marché, c'est tout secteur, y compris le secteur des droits de l'homme, qui pour mettre ensemble, comprendre pour capable gagner avancement. Turbulence politique, c'est ça là toujours ban nous. Banalisé ou capable de constater le même avec nous, droit à la vie nettement banalisé en Haïti et nous capable de dire c'est un plus gros droit ou pas acheter la vie, comprendre. Donc nous préoccupés mais nous pensons si gain volonté avec si population en tout prend destin en main capable de changement. Haïti pas plus mal que tout pays. De nouvelles variétés de fruits et de légumes sont nées du croisement de plusieurs espèces avec une amélioration en qualité et en rendement. C'est le résultat des travaux de recherche menés afin de renforcer la capacité et la productivité des acteurs dans le secteur agricole et aussi de promouvoir l'innovation dans ce domaine. Lors de la conférence internationale sur la recherche et l'innovation agricole en Haïti, ce mardi 10 mars, des chercheurs ont présenté le résultat de leurs travaux respectifs. En plus des produits, des prototypes d'engins technologiques à usage agricole ont également été présentés. La conférence a trois objectifs. Premièrement, c'est présenter le travail que les chercheurs par nous ont fait. Il y a 4 lots poids. 4 lots poids, c'est 4 variétés différentes que nous avons testées dans des zones différentes qui baillent de bons rendements. Et donc, 4 variétés, c'est des variétés qui baillent rendement. Même dans des conditions difficiles, il y a 1 tonne à l'hectare. Par exemple, ça, c'est un séchoir. C'est un séchoir solaire que les techniciens nous, en Haïti mettent en place. Dans le cadre du programme technologie post-récolte, qui peut permettre, par exemple, de sécher les graines de pois, maïs, du riz, etc. Et là, ça c'est juste, dépendamment de à qui volume ou qui volume ou produit, ou capable d'augmenter la capacité ça. Et ou elle est capable de venir avec un panneau solaire qui est capable de permettre alimenter en énergie. Et puis tout dans le cadre projet, nous dans le cadre programme climat, nous pratiquement mettons en place des stations climatiques qui permettent de nous collecter des données de base comme température, pluviométrie, quantité de la pluie tombée, humidité, etc. Donc, tout ça va permettre aux agriculteurs, par exemple, leur avoir accès à données, ils capable mieux adapter à changement qui gagne dans le climat. Il y a un qui est important, c'est que dans un pays sous-développé, décision
les politiques publiques ne sont pas basées sur les résultats de la recherche. Yo décision politique publique yo supposé prendre en fonction de résultats de données et fiables qui gagnent. Et c'est rôle recherche. Et c'est ça nous voulons montrer moun yo que actuellement là nous presque gagne 12 millions moun pour nous manger. Alors que nous toujours continuer à faire agriculture presque même genre depuis une cinquantaine d'années. Ça veut dire que nous pas évolué dans la pratique agricole. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.